rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Pour la deuxième fois, nous avons vraiment la chance et l'honneur d'accueillir, de renouer le dialogue avec Jacques Aumont, qui était venu il y a quelques semaines de cela, enfin il y a quelques mois même, pour parler d'un livre qu'il avait écrit, qui sortait, c'était sur l'indicible au cinéma. Et d'ailleurs, un autre livre de Jacques Aumont va arriver bientôt, on va en parler aussi. Le titre s'appelle, très beau titre, Comment pensent les films. Mais aujourd'hui, Jacques Aumont est là, bien évidemment, mais aujourd'hui on va parler d'une plus ou moins biographie, on va dire ça comme ça, que Jacques Aumont a écrit, édité chez Marest Éditeur, que je salue affectueusement, et qui s'appelle Mes Universités. Voilà, donc ça donne. Alors c'est pas la vraie couverture, ça c'est ce qu'on appelle les épreuves non corrigées, mais voilà. En tout cas, vous reconnaissez le visage de Jerry Lewis dans le film Dr Jerry et Mr Love qui date de 63. Avant tout cela, bonjour Jacques Aumont, comment allez-vous? Je vais très bien, pas très Jerry Lewis ce matin, mais ça va. Mais Non, d'ailleurs, pourquoi? j'ai eu une passion pour Jerry Lewis, hein, et maintenant peut-être un peu moins, mais oui, dans les années 60-70 et encore très longtemps après. Et si je l'ai mis en couverture, d'abord, parce que je voulais que le livre ait un ton ironique. J'espère qu'il a un ton ironique parce que je ne voulais pas raconter ma vie sans me moquer un peu de moi. Mais par ailleurs, m'identifier à Jerry Lewis, ça n'est pas seulement me moquer de moi, c'est aussi faire la part, bon, plus ou moins consciemment, de quelque chose de raté en moi qui est l'acteur. Je crois que j'aurais beaucoup aimé être un acteur. Voilà, c'est comme ça. Quand on est professeur, on est un peu acteur. On ne le sait pas forcément tout de suite, mais on le découvre petit à petit. Et je crois que les dernières années de ma carrière de professeur, je me suis consciemment comporté comme un acteur. Voilà, c'est une des choses que je raconte un peu dans mon livre d'ailleurs. Je vais vous poser une question peut-être qui va vous faire sourire, mais Dr Jerry et Mr Love, c'est parce que vous avez la particularité d'avoir été dans un premier temps critique de cinéma, mais aussi ensuite professeur, enseignant à l'université. Donc après ça, on va parler de ça parce que vous le savez comme moi, quand on est critique de cinéma, très souvent on a tendance à dénigrer les travaux universitaires sur le cinéma pour des questions qui me dépassent, mais Et on va peut-être en parler. réciproquement. Et Et réciproquement. réciproquement. Oui. Ah bah d'accord. Alors ce serait qui Mister Love? Ce serait le critique de cinéma ou ce serait l'universitaire Mister Love? Oui, non, vous n'avez pas tort, hein. C'est une des choses que j'essaye de dire un peu dans mon livre aussi, sans entrer dans trop de détails indiscrets et qui n'est pas intéressant. Hmm, hmm. Mais oui, j'ai toujours marché sur deux jambes, au fond, hein. Je ne sais plus dans quel vocabulaire je le dis, mais ça doit être quelque chose comme analytique d'un côté, amoureux de l'autre. Euh, la cinéphilie, bon, elle m'a un peu passé, la cinéphilie, parce que c'est devenu difficile d'être cinéphile aujourd'hui. Il y a trop de choses. C'est devenu une espèce de flux permanent. Il y a plus cet amour de l'objet rare qu'on allait voir chez l'emploi ou qui sortait dans des salles du quartier latin. C'était un petit peu un autre genre de passion, mais enfin, malgré tout, on peut continuer d'aimer le cinéma, tout simplement. Et Hmm. puis, malgré tout, par métier et par la route de ma carrière, j'en suis arrivé à de plus en plus être ce qu'on appelle un analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de distance par rapport à ce qu'il aime. Voilà, donc oui, euh, je crois que je peux être assez content pour moi d'avoir continué à aimer les films, bien que j'ai passé mon temps à les dépioter, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc, Jerry, oui, Dr. Jerry et Mr. Love, si vous voulez, on peut le voir comme ça. Je vous remercie de le voir comme ça. C'était pas prévu, vraiment, c'était vraiment pas du tout prévu. Je pensais à ça de manière un peu ludique, hein, vous l'avez compris. Alors, moi j'aime bien être extrêmement transparent. Il faut savoir que nous avions déjà commencé à faire cette émission, mais on a eu quelques soucis d'internet et il y avait une question que je vous avais posée et je ne peux pas ne pas vous la reposer de nouveau. Vous m'aviez donné la réponse, mais c'est important quand même d'avoir cela. En tête, c'est que parce que dans le livre, ce que vous racontez dans le livre, et je vous le disais il y a quelques jours, et je vais le répéter, c'est que la première impression que j'ai eue, qui a été une surprise,
parce que je m'attendais pas à ça, mais après, en lisant le livre, on le comprend. C'est que non pas que vous ne soyez pas fier d'avoir été critique de cinéma, d'avoir travaillé pour les cahiers du cinéma, enfin d'avoir eu une vie comme de cette forme-là, mais plus on avance le livre et plus on s'aperçoit que finalement tout cela vous avez finalement préparé à travailler à l'université, je pense, et que c'est surtout cette période-là, donc après que vous soyez enfin gentiment viré des cahiers du cinéma, c'est vraiment l'université qui a été une période très 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 importante dans votre vie. Et d'ailleurs, vous lui consacrez énormément de pages et beaucoup de choses. Et est-ce que ce serait vrai de dire que tout ce que vous avez fait pour les cahiers du cinéma, tout ce travail que vous avez exercé, le travail critique que vous ne reniez pas et qui est très important, finalement, c'était quelque chose qui vous c'était une introduction à une autre vie qui était peut-être la plus importante pour vous, qui est celle de l'université. Bah, le livre s'appelle Mes universités. Alors, c'est un titre un peu ambigu, mais dans ma tête, il veut dire une chose très claire. Ça veut dire Hmm. que j'ai passé ma vie à apprendre et que, alors, il y a eu l'apprentissage scolaire hein, avec la forme qu'il a prise chez moi, c'est-à-dire des études qu'on appelait scientifiques, on appelle toujours ça scientifique d'ailleurs, Hmm. deux écoles d'ingénieurs coup sur coup, des diplômes, etc. C'est-à-dire qu'à 25 ans, j'avais fait une scolarité qui me formait pour une certaine carrière que je n'ai pas du tout suivie, ou très très peu, pendant peu d'années, et qu'ensuite, eh bien, je suis passé par toutes sortes de coups de chance qui ont été des zigzags à chaque fois, par d'autres apprentissages. Ça a commencé à peu près en même temps, d'ailleurs, dans deux endroits aussi farfelus l'un que l'autre. L'un qui était les cahiers du cinéma, je vais y revenir un tout petit peu, et Hmm. l'autre qui était le service de la recherche de l'ORTF, sous la direction de Pierre Schaeffer. C'est beaucoup moins connu que les cahiers du cinéma aujourd'hui, parce que les cahiers ont continué, alors que le service de la recherche, lui, il s'est arrêté, il est devenu l'INA, hein, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est une chose extrêmement sérieuse, avec de grosses lourdeurs administratives et les vertus qui vont avec. Le service de la recherche de Pierre Schaeffer, c'était le contraire. Hein. C'était un bazar permanent avec un chef qui était une espèce de gourou bourru et très bienveillant d'ailleurs, d'une intelligence redoutable, qui voulait tout révolutionner, la musique, l'image, la communication. Bon, il n'a pas fait le dixième de son programme, mais c'était un milieu très comment dire, très excitant. Hein. Mine de rien, j'y ai appris pas mal, même si c'était dans un désordre, alors là, absolument total. Et en même temps, aux mêmes dates, à peu près donc la fin des années 60, je suis entré, comme on dit, hein, entré au cahier. Moi, ça m'a toujours paru symptomatique qu'on dise il est entré au cahier comme s'il était entré au couvent, quoi, parce qu'il y avait quand même de ça. Hein. On entrait en Hmm. religion. Entrer au cahier en 67, c'était adopter la doctrine des auteurs, c'était adopter la liste des auteurs, Hmm. c'était adopter une certaine attitude par rapport à la cinéphilie, qui était oui, oui, on est cinéphile, mais quand même, on n'est pas les derniers des abrutis et on va faire un petit peu des choses quand même un peu relevées. Et je dis ça avec un brin d'ironie, mais sans l'ombre d'une critique, parce que c'était Hmm. très très bien. C'était un excellent milieu. Je dois dire que fréquenter des gens comme Jacques Rivette et Jean Narboni, par exemple, enfin, pour ne prendre que ces deux-là, c'était une bénédiction pour moi parce qu'ils étaient 100 fois plus cultivés que moi, ce qui n'était pas difficile à l'époque, et ils étaient bavards. Et donc, être avec eux, bah, mon Dieu, c'était être avec un flux de paroles intelligentes d'où on apprenait forcément quelque chose. Alors, vous disiez tout à l'heure que j'ai eu un moment où je sais plus ce que le terme que vous avez employé, mais critique de cinéma, ça je crois pas. Hein. Je me suis jamais considéré comme un critique de cinéma. Hmm. J'ai écrit au cahier un certain nombre de textes, mais quand je les relis, je les trouve vraiment, oui, bon, voilà quoi. Parfois il y a une idée, mais c'est quand même pas terrible. Je pense que les jeunes gens qui écrivent au cahier maintenant font du meilleur travail pour une raison d'ailleurs objective, c'est que là, ils ont pratiquement tous suivi des longues études de cinéma et donc ils ont eu le temps d'apprendre réellement. Ils débouchent pas avec rien, comme c'était mon cas, ou d'ailleurs le cas d'à peu près tout le monde. Hein.
alors les gens étaient plus ou moins doués et s'en sortaient plus ou moins vite. Mais les cahiers, quand j'y ai été, c'était, pour moi, ça a été une formation à coup sûr, une école, une université, si on veut. Mais c'était pas son rôle. Euh, il se trouve que moi, j'en ai beaucoup, beaucoup profité parce que j'y ai appris par les rencontres que j'ai faites, hein, plus que par ma propre pratique, je pense. Hmm. C'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup, beaucoup éveillé, disons, hein, tous. La fréquentation longue de Serge Danet après jusqu'à sa mort. Bon, après, on était sur un pied d'égalité, c'était pas pareil, mais Hmm. ça m'a aussi été. C'est vraiment, vous savez, les amis vous apportent toujours beaucoup. Alors, quand il y a un groupe qui travaille amicalement comme les cahiers de la fin des années 60, bien sûr que ça apporte beaucoup. Le problème des cahiers, c'est leur épisode maoïste délirant, hein. On a Ah, subi. ça c'est intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant, ça. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Juste, je referme la parenthèse allez-y, je vous en prie, mais on Non, parlera mais de cette je vais la période-là. clore, je vais la clore très vite, cette parenthèse, parce que d'abord, j'ai rien de plus à en dire, hein. Il y a eu 3 années ou 2 années au moins de délire grave, grave. Je regrette beaucoup que les protagonistes de cette histoire n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont délirés. Je veux dire, mes amis comme Olivier Narboni ont fait il y a 5 ou 6 ans ou 8 ans un film pour dire mais non, c'était formidable tout ce qui se passait à cette époque. Dormez, braves gens, il se passait rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a déliré complètement, complètement. Alors, heureusement, je peux ne pas en parler plus parce que je dis dans mon livre, personne, aucun historien s'en est occupé, mais ça n'est plus vrai. Hmm. Parce qu'il y a un jeune historien états-unien qui s'appelle Daniel Fairfax, et je lui fais avec beaucoup de plaisir de la publicité, qui vient de sortir 2 gros pavés qui sont une histoire des cahiers du cinéma entre, disons, dans l'après 68. Enfin, il appelle ça Red cahier du cinéma par allusion au cahier jaune. Donc cette histoire des cahiers rouges, elle a pour elle en tout cas d'être extraordinairement détaillée, de ne rien oublier. Daniel a rencontré tout le monde, y compris moi, hein, j'ai fait de longs entretiens avec lui, et il a eu la vertu, que n'ont pas toujours les historiens, de ne pas se dire il n'y a que l'écrit qui compte, et il tient compte de ce que lui ont dit les gens. Et ça donne un travail long, touffu, je n'ai pas encore fini, mais je crois que ça règle à peu près la question. Maintenant, si on veut savoir vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là, ben on lit Fairfax. Et puis voilà, bon, c'est en anglais, hein. Bah oui, c'est ça. J'allais vous le dire parce que j'en ai entendu parler de ce livre et moi qui ne suis malheureusement pas anglophone, bah, je vais patienter un petit peu avant que ça soit Oui, traduit, j'espère. alors Oui. c'est difficile de passer tout un bouquin par 10 paires, effectivement. Oui. Mais enfin, Et, non, non, moi personnellement, je considère que maintenant la question est réglée. Voilà, cette histoire est faite. Et donc, vous voyez, mon livre qui est même pas encore sorti, il est déjà à corriger. Terrible, hein. Dès qu'on dit quelque chose, 3 jours plus tard, c'est plus vrai. oui, mais Euh, vous y consacrez pas beaucoup de pages aussi non, non, à cette non. période-là, faut le dire. Voilà, Non, non, parce qu'il n'y avait rien. Ou alors, il fallait vraiment en parler longuement, mais c'était pas l'objet, hein. L'objet est un objet égotiste qui consiste à suivre ma propre carrière, si vous voulez. Vous disiez biographie tout à l'heure, je crois, mais c'est pas une biographie, c'est un suivi à peu près chronologique d'une partie importante de ma vie, qui est la partie professionnelle, et d'autant plus importante que j'ai aimé mon métier. Je l'ai beaucoup aimé. Je cite très souvent cette phrase de Primo Levi, je crois que c'est dans La Clé à molette, je ne l'ai pas en tête littéralement, mais qui dit qu'un des grands bonheurs dans la vie, c'est d'aimer son métier, et il ajoute, c'est là malheureusement une vérité trop peu connue. Et j'adhère tout à fait. Moi, j'ai eu la chance pendant 50 ans de faire un métier que j'ai aimé et de plus en plus, auquel j'ai adhéré, avec lequel j'ai coïncidé, avec lequel je me suis identifié. Ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et comme il se trouve que c'est arrivé de façon un peu bizarroïde, parce que j'avais pas été destiné à ça du tout, j'étais pas du tout formé pour ça, j'étais pas très doué au départ non plus, je trouvais que ça pouvait être intéressant de le raconter, bah, histoire de voir un peu qu'est-ce qui se passe quand on apprend à faire ce métier. Et qu'est-ce que ça donne comme aperçu sur les particularités du métier de professeur d'études cinématographiques dans l'université française avant 2010. Je dis avant 2010 parce que maintenant ça a beaucoup changé. oh, ah d'accord, Oui, ça a d'accord. beaucoup changé. Ce que je raconte, c'est
que je raconte a un aspect unique, qui est l'aspect chronique ou chronologico-historique, qui est que j'ai vécu, par chance, parce que j'étais juste de cet âge-là, la création des études de cinéma. Et donc, il fallait tout inventer. Ça, c'était passionnant. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? On faisait plein de bêtises, hein, au début. On faisait des âneries. Et puis, petit à petit, on arrivait à caler les trucs, à voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut mettre au premier plan, etc. C'était assez passionnant. Maintenant, tout ça, c'est derrière nous. Euh, on en est aujourd'hui au point où les études cinématographiques n'existent plus à l'université, sauf en France. Je crois que c'est le dernier pays où il y en a encore sous cette forme. Dans tous les autres pays, elles ont été rattachées aux études des médias. Et c'est probablement ce qui nous attend. Bon, personnellement, je préférerais que le cinéma soit rattaché à quelque chose comme études visuelles, ce qui donnerait peut-être un petit peu plus de marge. Mais enfin bon, donc oui, c'est en un sens, il y a quelque chose dans mon récit qui est le récit d'une époque. Si vous voulez, c'est un récit égotiste, mais j'espère qu'il en passe quelque chose d'autre que simplement ma personne, et qu'il en passe quelque chose d'une époque qui a été celle où, dans un grand pays industriel et riche, comme la France, eh bien, et puis aussi le pays qui a inventé la politique des auteurs et la cinéphilie, hein, il faut bien le dire, eh bien, dans ce pays, tout à coup, on faisait entrer le cinéma à l'université. Alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment l'université réagissait et comment les gens s'ajustaient à cette bizarrerie, à ce qui apparaissait au début comme une bizarrerie. Voilà, c'est ça l'objet à travers Mais la personne d'un individu singulier qui est celui-là. celui-là. Mais la question que vous posez dans le livre, est-ce que ce serait pas finalement de savoir quand vous étiez quand vous travaillez pour les cahiers du cinéma et ensuite quand vous avez été à l'université, est-ce que la seule question qui rejoint ces deux périodes, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce qu'on aime dans un film et qu'est-ce qu'on espère dans un film. C'est une phrase qu'à un moment vous notez et je me disais, tiens, cette question-là, quand il se la posait plus ou moins dans les années 60, j'imagine que la réponse aujourd'hui est complètement différente. Est-ce que c'est un peu ça quand même la question qui traverse tout le livre? Il y a toujours le lien qui unit les cahiers à l'université, c'est quand même le cinéma, le film. Et vous, votre rapport au film. Et quand je vous lis les dernières pages, vous avez un rapport qui n'est pas un rapport où, comment vous dire, c'est sérieux, certes, mais voilà, en fait, euh, la vie n'est pas aussi, la vie est plus importante que le cinéma. Voilà. C'était à peu près ça, si je devrais synthétiser grossièrement. Alors que quand on commence à rentrer dans les ordres du cinéma, quand on a 15 ans, 18 ans... Parce que là, vous allez trop vite. Là. Ah, Il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, oui, aimer un film, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de comprendre un film ou de savoir un peu mieux ce que c'est que le cinéma? En gros, c'est bien que vous l'ayez formulé comme ça parce que je crois que je suis passé de l'un à l'autre. Je suis passé hmm. de l'amour d'un film, la cinéphilie, hein, je vais voir un film et puis j'aime ce film, je veux le revoir. Et puis il me donne il me parle, hein, il raconte ma vie d'une certaine façon. Bien sûr, on a tous connu ça. Il y a des films, encore à mon âge avancé, il y a des films qui me procurent des émotions incroyables. Et qui résonnent avec des choses de mon expérience propre, etc. Bien sûr, ça arrive encore. Mais après, quand on devient, en tout cas quand moi je suis devenu universitaire et dans la conception que j'en ai eue, c'était pas ça qui était la visée. La visée, c'était de comprendre ce que peut le cinéma. C'était plus ce que me fait un film, mais ce que peut cette chose assez extraordinaire qui est le cinéma, c'est-à-dire la machine, hein, la reproduction de la réalité avec une machine qui garde le mouvement, une machine qui produit du temps, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué et qui agit beaucoup plus sur vous, une machine qui parle du monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être ou tel qu'il pourrait être. Hein, vous repérez là derrière des genres. Tel qu'il pourrait être, c'est le fantastique. Tel qu'il devrait être, c'est le film militant. Et puis tel qu'il est, c'est le film réaliste, c'est le naturalisme à la française, etc. Bon, c'est une machine assez extraordinaire quand même. Hein. Alors on y est tellement habitué qu'on passe pas son temps tous les jours à se dire oh là 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 là, le cinéma, qu'est-ce que c'est fabuleux. Mais quand on est universitaire et qu'on travaille là-dessus, c'est ça qu'on essaye d'éclaircir. C'est que peut le cinéma et comment.
Bon, moi j'ai fait un choix qui a été assez vite, assez radical, hein, qui a été de m'intéresser au pouvoir de l'image. C'est un choix parmi d'autres, hein. Je le dis parce que c'est une source de discussion et parfois de querelle avec certains de mes collègues et camarades. Euh, bon, je vais le dire de façon un brin provocante, mais actuellement à l'université, il ne fait pas bon dire qu'on fait de l'esthétique, par exemple. Si on est dans les études cinématographiques, c'est très mal vu. Bon, alors, il y a des Mais modes. pourquoi? Mais pourquoi? Oh, bah parce que actuellement, ce qui est considéré comme bien, c'est d'étudier les phénomènes sociaux dans le cinéma. En gros, c'est de faire des études gender, des études décoloniales ou des études militantes d'une autre façon, ou alors de faire de l'histoire du cinéma. Mais disons, l'esthétique a mauvaise presse actuellement parce qu'on considère que c'est des pinaillages sur des choses qui sont réglées depuis longtemps parce qu'on sait très bien on sait bien ce que c'est que les images. Ben non, on ne sait pas très bien ce que c'est, Bah justement. non, bah non. Mon idée, c'est que ça vaut encore la peine de passer du temps Bah oui. à essayer de comprendre et encore de comprendre et de comprendre encore mieux et en imaginant des façons nouvelles de le dire, ce que produit une image de film, ce qu'elle peut véhiculer, ce qu'elle peut inventer. Bon, j'ai encore beaucoup de collègues qui travaillent dans cette direction, hein. Je veux dire, mes amis Jean-Michel Durafour, Diane Arnaud, Emmanuel André, enfin, des gens que vous connaissez peut-être Oui. parce qu'ils écrivent des livres, sont des gens qui travaillent tout à fait dans cette optique. Donc, je ne me sens pas du tout, je me sens pas perdu dans un monde hostile. Mais Ah bah, je crois qu'à pardonnez-moi, l'université, pardonnez-moi. ça devient quand même la voie minoritaire maintenant. Je suis désolé de vous interrompre, Giacomo, mais ce que vous me dites là me fait un peu peur, en fait. Parce que si on a tendance à trop vouloir... Parce que pour moi, les deux se rejoignent, hein. Ce qui est social et l'esthétique, ça se rejoint. Mais si on a trop tendance à privilégier l'un, ça va créer aussi des regards qui vont être uniquement axés autour du discours. Et en fait, le cinéma, c'est pas ça d'abord. C'est d'abord, comme vous le dites, l'image, le son, l'indicible, tout ça. Enfin, je veux dire, un travelling. Je suis ravi de vous l'entendre dire, c'est bien ce que je pense, oui. Oui, oui, écoutez, moi je suis plus sur le terrain depuis 2009, donc je ne peux pas en parler de première main, mais tous les collègues qui sont encore sur le terrain et qui m'en parlent me disent tous qu'ils ont beaucoup de mal maintenant avec des jeunes gens qui ne peuvent plus voir un film sans y repérer immédiatement l'oppression des femmes, le racisme, etc. Toute cause évidemment éminemment défendable et très importante, hein, dans la société. Mais enfin, c'est sûr que si on ramène le cinéma à ça tout le temps, on perd quelque chose. On perd quelque chose, à mon avis, d'essentiel, c'est-à-dire qu'on perd la puissance de création, qui, qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait de défendre une cause quelle qu'elle soit. Bon, il se trouve que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au cinéma à l'époque à une époque où la société, c'était l'immédiat avant 68, puis 68, puis l'après 68. C'était une époque où Dieu sait, les préoccupations sociétales et politiques étaient là tout le temps. Alors, dans l'épisode maoïste, on a un peu été dans ce sens-là, mais pas tout à fait autant que le vont les jeunes gens aujourd'hui, hein. Même à l'époque, on continuait de savoir. Euh, on était un peu schizo, à vrai dire, mais on continuait de savoir qu'un film, c'est un film et que ça agit par les moyens du film et pas par les moyens du message qui, tout à coup, s'y trouve engrammé plus ou moins grossièrement. Oui, oui, moi, ça me préoccupe aussi, mais bon, comment dire, l'avantage de la vieillesse, c'est qu'on a vu pas mal de modes se succéder et qu'elles ont cédé à d'autres choses. Donc, cet emballement pour un décryptage exclusivement militant et politique des films, il ne durera pas autant que les impôts, comme on disait quand j'étais petit, hein. Je la connaissais pas, cette expression. Elle est pas Oui, mal. oui, elle est Ah, je la vieille, connaissais pas. elle se dit plus beaucoup, je crois. Voilà. Bon, non, mais je ne vais pas commencer à ronchonner, hein. Moi, je suis très, très. Pour moi, ça va très bien. Je vois encore énormément de gens qui ont les mêmes intérêts que moi, qui continuent de voir le cinéma dans le même esprit.
ça va, tout va très bien. Et Et, puis, hmm. mes amis qui font de la sociologie du cinéma, c'est des gens intelligents aussi, hein, donc ça peut être très intéressant de parler avec eux. Simplement, ils font autre chose. Il y a un moment, oui, je vais me permettre de lire un extrait du livre. Alors, je l'ai noté quelque part. Voilà, c'est page, c'est, euh, c'est exact, c'est par rapport à l'enseignement à l'université. Et je trouve que c'est, voilà. C'est un peu long, mais c'est pas grave parce que ça donne aussi une idée de ce sur quoi on va parler. Vous dites, donc c'est page 238, alors vous dites plus, vous écrivez plus justement ce que je cherche et espère dans un film désormais, ce qui m'y retient, et que je peux aussi tenter de faire passer dans un cours et un discours, ce n'est pas sa qualité d'œuvre, certainement pas ce qu'il dit potentiellement de ma vie, et encore moins l'expression d'un supposé auteur. D'un côté, ma vie, cela n'intéresse personne, sauf moi, sûrement pas mes auditeurs, et de l'autre, l'auteur, l'œuvre, c'est un discours auquel j'ai cru, mais qui à présent me semble leurrant. Un film, je le pense maintenant, n'a d'intérêt que par ses inventions proprement cinématographiques et même filmiques. Il y a un moment que je prêche pour que les études cinématographiques, sans négliger aucune des sciences humaines qui ont toutes leur mot à dire, se centrent sur cette définition intrinsèque du médium. Ils fabriquent des images mouvantes et en cherchent des configurations qui offrent du sens et des affects. On parlait de ça plus ou moins. La plus, voilà. Et juste, je termine. Et vous écrivez, la plupart du temps, celles-ci reprennent des schèmes éprouvés et c'est bien normal. On peut d'ailleurs étudier et en tirer bien des leçons, c'est ce qu'ont fait à une époque les narratologues, espèces à peu près éteintes, mais elles intéressent autrement si elles ont quelque chose d'une invention, parce qu'alors elles mettent au jour une possibilité du médium à laquelle on n'avait pas encore pensé, et cela sans aucun doute peut se démontrer devant un public sans le léger ennui inhérent malgré tout à ce qui est répétitif. Ma question est très simple. Enfin, j'en ai deux. Elles sont très simples. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, vous arrivez à un moment, à une période où tout est à construire, et j'imagine que ça doit être extrêmement passionnant. Et donc, mais l'idée même, c'est comment transmettre quelque chose qu'on appelle cinéma à des personnes qui sont venues pour étudier le cinéma. Donc, est-ce que cette question, à un moment de transmission, comment dire, elle vous a pesé ou alors vous relativisiez très vite en disant bon, on sait pas, c'est l'inconnu, on va faire, on y va, mais on va pas trop se poser de questions théoriques sur la transmission, qu'est-ce que la transmission, comment. Ça m'intéressait de savoir par où vous avez commencé pour pouvoir travailler sur l'enseignement. Et deuxième question, vous parliez de Jean-Michel Durafour, que j'ai interviewé récemment avec José Moore autour d'un livre sur Elia Kazan, que le livre, j'imagine, vous le connaissez. Et dans le livre, à un moment, ils écrivent que, ça m'a extrêmement assez choqué, je vous l'avouerai, qu'ils disent que maintenant, les étudiants en cinéma, j'entends, je ne parle pas du public, hein, les étudiants en cinéma, euh, finalement, sont très peu intéressés par l'histoire du cinéma. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut pas, ça peut pas avoir lieu. Et donc, la deuxième question, c'est vers la fin, vers la fin de votre période universitaire, est-ce que l'étudiant en cinéma, le profil de l'étudiant en cinéma a changé entre celui que vous aviez connu dans les années 70 et celui que et les dernières années de votre enseignement à l'université? Oui, alors, vous savez, il y a eu une constante quand même, hein. Je ne voudrais pas avoir l'air trop cynique ou trop je ne sais quoi, mais c'est clair que les étudiants de première année d'études cinématographiques, j'ai jamais eu de promotion de première année de gens qui connaissaient l'histoire du cinéma et que ça souciait beaucoup. Un des problèmes des enseignants d'études cinématographiques, ça a été un de mes problèmes à moi, et je le raconte un petit peu dans le livre autrement, ça a été de lutter gentiment contre une sorte d'évidence qui était celle de tout étudiant et étudiante, qui Mhm. était que les films intéressants, c'était ceux de l'année. C'était ceux qui venaient de sortir. Euh, Éventuellement ceux de l'année dernière, mais enfin déjà, ils commençaient à vieillir un peu. Et donc, bien sûr, il y avait tout un travail qui consistait à dire, mais vous savez, le cinéma, il date de 1800. Alors, curieusement, les gens savaient tous, Lumière, ça oui, ils connaissaient. Ils voulaient bien dire, ah oui, oui, Lumière, c'est vachement intéressant, parce que c'était très loin. Mais les films d'il y a 10 ans, les films d'il y a 20 ans, qui, Dieu sait,
avait une incidence bien plus forte sur ce qui se passait aujourd'hui, ça, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas très envie de connaître. Donc moi, je me suis heurté à, et j'en ai parlé récemment avec deux jeunes collègues qui font la revue Débordement, que vous connaissez bien sûr. Hmm, Hein. J'en hmm. parlais avec Gabriel Borsmeyer et Raphaël Neuer, et qui enseignent maintenant et qui me disaient la même chose. Ils me disaient en première année, bah oui, on rencontre que ça, des gens pour qui l'histoire du cinéma, c'est nul et non avenu. Ça n'a non seulement ça, ils ne la connaissent pas, mais ça n'existe pas. Ça n'a aucun intérêt par rapport à ce qu'ils voient. Alors, une des tâches qui ont été les miennes et qui sont celles de, je crois, tous les enseignants de cinéma de France et de Navarre et même de Mongolie et du Nicaragua, c'est de détacher les jeunes gens de cette idée et de leur dire, mais non, ce que vous voyez maintenant ne peut pas se comprendre, ne peut pas se comprendre. Il n'y a aucune façon de le comprendre si vous ne savez pas un peu ce qui s'est passé avant. C'est vrai de tout. Hein. Vous ne comprenez pas la politique d'aujourd'hui si vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. Hmm. Vous ne comprenez pas vos histoires d'amour si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans votre vie il y a 10 ans. Enfin, ça paraît une évidence. Mais à propos du cinéma, bon, ça a été notre tâche, ça a été la mienne. Alors, au début, dans ma période lyonnaise, là, comme j'étais quand même l'histoire du cinéma, moi je la connaissais par bribes. Hein. Je la connaissais par la Cinémathèque de Langlois et par ce que j'avais pu lire, les gros livres de Sadoul et l'histoire de Mitry, qui, Dieu sait, n'aide pas beaucoup à avoir les idées claires. Euh, donc, je peux pas dire que j'ai fait un travail vraiment d'historien très pertinent, mais en tout cas, l'idée, je l'avais. Et les films que je montrais à mes étudiants de Lyon n'étaient jamais des films de l'année pour des raisons évidentes. Entre autres, je n'en aurais jamais disposé. Donc je leur montrais des films anciens, plus ou moins anciens, et déjà ça, au départ, c'était ah oui, alors au fond, on est dans un ciné-club à ce cours-là, quoi. Ils avaient quand même l'image du ciné-club à quoi se raccrocher, qui n'existe plus maintenant. Mais c'était un peu ça, quoi. Il fallait, on partait de ça, on disait, bah oui, bah si vous voulez, c'est du ciné-club amélioré. Simplement, on va aller beaucoup plus loin parce que on va parler plus longtemps d'un seul film, pas seulement 1 heure après le film, mais pendant 4 séances du cours ou 5 séances, on va regarder le même film et puis on va approfondir. C'était ça hein, que je faisais. Pour des raisons d'ailleurs matérielles aussi, parce que avant l'invention du VHS, on travaillait, moi et les autres, avec des copies 16 ou des copies Super 8, et on ne pouvait pas en avoir 500, donc les cours étaient annuels à l'époque, en tout cas à Lyon, et 25 semaines par an, bah, je devais avoir 5 ou 6 films pour l'année. Donc un film, il fallait qu'il tienne 4 semaines, quoi, parce que Hmm. j'avais pas le choix. Autrement dit, ça amenait nécessairement, ça tombait bien, c'était ce que je voulais faire, mais ça amenait nécessairement à faire de l'analyse. C'est-à-dire à prendre un morceau et puis 5 minutes de film, en parler 2 heures, c'est pas un problème. Hein. Hmm. Voilà. Alors, à l'époque, moi, je me servais beaucoup des catégories de la sémiologie netzienne, je me servais d'autres choses aussi que j'avais apprises au cahier. Donc, je faisais pas de l'histoire, mais le discours sur il faut avoir, il faut connaître l'histoire, il était déjà là. Après, il est devenu plus précis et plus conscient hein, de ma part. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas sérieusement faire un travail, même un travail critique d'ailleurs, hein, sur un film, sans connaître l'histoire du cinéma. Je le disais tout à l'heure, on parlait des cahiers. Un des progrès objectifs qui ont été faits dans les cahiers du cinéma, c'est que maintenant les jeunes gens qui y écrivent connaissent l'histoire du cinéma et que par Hmm. conséquent, même si ce qu'ils écrivent n'est pas bon, ça peut être, ils peuvent rater leur critique, hein, ça arrive à tout le monde, mais au moins c'est des gens qui connaissent l'histoire du cinéma et quand ils parlent, quand ils écrivent, elle est là. Là, il y a eu vraiment quelque chose qui a changé. Dans les années 70-80, ce n'était pas du tout le cas, hein, ni dans la critique, ni à l'université. Voilà. Alors ça, oui, ça a été très important. Mais dans le passage que vous avez lu, il y a un autre terme pour moi qui est important, c'est l'idée de l'auteur, parce que c'est vrai que je suis arrivé à la cinéphilie et à l'écriture sur le film à travers la politique des auteurs, qui était régnante à l'époque. Bon, je veux dire, comme tout geste politique, il a ses justifications et il a son utilité. Hein. Dire politique des auteurs, ça voulait dire que dans la bouche de Truffaut et de ses camarades, quand ils l'ont émis, ça voulait dire, eh ben,
On ne s'intéresse pas au producteur, on s'intéresse au réalisateur parce que c'est lui qui a les clés de l'invention filmique. Bon, il ne le disait pas comme ça. C'est en partie vrai et en partie c'est en tout cas très défendable. La preuve, ils l'ont très bien défendu. C'est parfois vrai, c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des tonnes de réalisateurs qui n'ont aucune invention et qui sont beaucoup moins intéressants que leurs producteurs. Mais ça a été une politique qui a eu des effets considérables, hein, parce que encore aujourd'hui, je m'en plains un peu, je ronchonne un peu là-dessus dans mon livre. Tout le monde est auteur et on ne parle plus d'un film sans immédiatement mettre le nom de son réalisateur en avant. Alors bon, quand c'est Memoria et Oui, reste cool, Hmm. bien sûr, hein, là on a affaire à quelqu'un qui n'arrête pas d'inventer, je veux dire, y compris dans son dernier film. Il a une idée que personne n'avait encore jamais eue, je crois, hein. Il fait débouler un monde fantastique à travers l'obsession d'un son mystérieux. Bon, c'est une idée de cinéma formidable que j'avais jamais vue comme ça. Et bien sûr que dans un cas comme ça, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui a inventé. Mais quand je vois le tout venant de films, bon, je ne vais pas en citer, hein, mais enfin, si, je peux vous donner un exemple. Je voyais hier soir, parce que j'étais chez moi, j'avais rien d'autre d'urgent à regarder et je connaissais pas le film de Robert De Niro sur la CIA, là j'ai oublié son titre, celui qui passait sur Arte hier soir. J'ai Oui, regardé ça, mais bon, alors vraiment, il n'y a pas The Good, d'auteur, je crois que hein. c'est The Good Shepherd ou je sais plus comment. Je crois Good que c'est ça. Shepherd, c'est peut-être ça, C'est oui. ça. Pardonnez-moi, je suis pas anglophone, je suis désolé. Mais Enfin, c'est je le vois très film bien. avec Matt Damon. Bon, ça va, c'est gentiment fait, mais il y a zéro invention. Zéro, zéro. Il n'y a pas d'auteur, là. Alors, et je dis ça gentiment, hein, parce que le film, je l'ai regardé jusqu'au bout, quoi qu'il dure 2 heures et demie, C'est et ça, voilà. ouais. Hmm. Alors, la politique des auteurs, elle a eu une très très grande vertu qui a été de donner une épine dorsale à la critique, et pendant quelques années, ça a été très bien. Je dirais qu'aujourd'hui, on gagnerait tout à s'en débarrasser, mais malheureusement, maintenant, la politique des auteurs, elle n'est plus dans les mains de la critique, elle est dans les mains des festivals, qui sont une machine autrement puissante. Voilà. Mais bon, là, on a un peu dérivé. Ah non, non, pas du tout. Non, 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 au contraire, je pense qu'on dérive pas du tout. C'est très, très important ce que vous dites. Et parce que ça crée malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus. Et on utilise de manière. Enfin, on utilise avec beaucoup de méconnaissance le terme film d'auteur, politique des auteurs, des choses comme ça. Alors que finalement, comme vous l'avez très bien dit, c'était lié à une période très particulière. Et le cinéma de cette période-là ne ressemble pas du tout au cinéma d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous le savez mille fois mieux que moi, mais maintenant on le sait qu'ils se contredisaient eux-mêmes, les Truffaut, Godard, parce que quand on entend Godard dire qu'il faut deux pour faire un film, le producteur et le cinéaste, bon, il Mais enfin, avait, voilà, c'est ça, c'est drôle. le, ça, c'est le Godard des années 90. Il a quand même un âge. Voilà, donc voilà, mais c'est intéressant ce que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a un moment dans le livre il faut que je vous pose une question, mais il y a un moment dans le livre et après je vous poserai l'autre question. Il y a un moment dans le livre où vous faites une espèce de petite connexion sur cette politique des auteurs et sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la critique et que on reconnaît, enfin attendez, je l'ai noté quelque part, donc ça va être très simple en fait. Voilà, c'est ça, c'est page 374. Dites-moi, vous dites, je comprends pas votre votre pas détestation, mais vous avez un problème avec Emmanuel Mouret? Non, non, non. Emmanuel Mouret, il est tombé dans la machine parce qu'il y a eu sur Arte une entreprise de promotion absolument ahurissante où moi je télécharge tous les films qu'on peut télécharger sur Arte parce que ça me permet de me tenir un peu au courant de choses que je ne vais pas voir en salle, Hmm. parce que j'ai pas le temps. Et donc Emmanuel Mouret, j'ai fait ça, j'avais jamais vu un seul de ses films, je savais pas qui c'était, et il y a eu une entreprise de pub du genre, ah c'est vraiment le génie du siècle, hein, Emmanuel Mouret, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, c'est formidable, c'est léger, c'est joyeux, c'est inventif et tout, donc j'ai téléchargé, j'ai tout vu, puis j'ai trouvé ça tristounet plan-plan, sympathique, hein, parce que lui comme acteur est sympathique, il est rigolo. Hmm. Bon, il est beaucoup moins rigolo que Jim Carrey, mais enfin, il est pas mal. Mais non, j'ai rien contre lui. Mais c'est un peu par hasard que je l'ai pris comme exemple de cette espèce de propension des médias à tout à coup, comme ça, allez, on fait mousser quelqu'un et alors ça devient un auteur important. Bon,
Oui, voilà, quoi, c'est comme on veut. Non, c'est drôle. Je trouvais ça très drôle que dans le Non, livre, il y a comme ça, à deux, trois fois. Voilà. Mais après, vous dites qu'il est très sympathique. Mais voilà, c'était une il est petite. très sympathique, il n'y a pas de Il est souci. très. Et il y a certains de ces films qui le sont aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, voilà, page 72. Oui. Vous écrivez. Vous écrivez 15 ans après avoir quitté les cahiers, j'entendrai Jean-Marie Straub rapporter avec approbation une Ah oui. déclaration de John Ford qui, à la question quel film, au pluriel, quel film de Renoir aimez-vous, répondait je les aime tous et conclure voilà, ça c'est quelqu'un de sérieux. Hélas, ce sérieux a été contagieux. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous écrivez là à ce moment-là. Ça me parle. Ce sérieux a été contagieux et a rapidement gagné toute la critique française de tous les périodiques et quotidiens pour laquelle, bien vite, il n'était plus que des auteurs dans le cinéma, y compris, in fine, les réalisateurs que les cahiers détestaient, Duvivier auteur, Autant Lara auteur, Tavernier auteur, et en 2021, bon, Emmanuel Mouret auteur. J'ai pas fait exprès. Emmanuel Mouret, etc., etc. J'ai pas, voilà. Mais voilà, et en fait, ce qui m'intéresse, je peux pas vous poser je peux pas ne pas vous poser la question. C'est même si vous en avez un peu parlé au niveau des cahiers du cinéma d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que les cahiers aujourd'hui. Mais est-ce que la critique de cinéma que vous avez connue, que vous avez peut-être maintenant aujourd'hui, peut-être on peut dire subi un peu aussi, parce que Bégodeau me disait récemment que écrire au cahier, c'est aussi un peu écrire pour les morts. Et je trouvais cette phrase intéressante. Et donc je me disais, la critique de cinéma avec cette politique des auteurs, parfois, est-ce qu'aujourd'hui, elle a hérité de ça, peut-être dans son ensemble, ou elle a réussi un peu à se démarquer de tout ça et à travailler autrement, questionner autrement les films? Parce que je vous dis ça et après j'arrête. Dans ma génération, enfin, j'ai fait l'université, j'ai étudié le cinéma à l'université, et je me souviens que notre génération qui avait envie d'être dans la critique de cinéma, on était aussi un peu, on avait 18 ans, 20 ans, donc on n'avait pas forcément beaucoup de personnalité, et on avait envie de faire comme la politique des auteurs, comme les Truffaut, Godard et tout ça. Et donc parfois on était un peu aveuglé par certains films de certains auteurs très forts comme Eastwood, mais on était aveuglé parce qu'on savait que ces films-là étaient pas forcément très réussis, mais on avait très envie de dire le contraire, et donc on disait que c'était un auteur, etc. Vous connaissez le truc. Mais aujourd'hui, c'est différent, bien évidemment. Mais est-ce que vous pensez pas que ça a aussi peut-être créé des malentendus dans le milieu de la critique de cinéma française aujourd'hui? Oh, écoutez, alors là, je peux pas répondre directement à cette question-là. Je comprends très très bien ce que vous dites sur Eastwood, parce que Eastwood est quelqu'un. J'ai eu une période, comment dire, je me suis beaucoup intéressé à Eastwood au début des années 90. Euh, il y a eu quelques films qui étaient formidables, hein. Alors après, j'ai assisté effectivement à une tentative pour dire c'est un auteur, donc tous ses films sont passionnants, donc, etc. Euh, je trouve plus intéressant de. Enfin, j'ai pas cité Eastwood, mais plutôt Renoir, parce que Renoir, il est mort, il est canonisé, il est dans une espèce de panthéon de la cinéphilie et indiscutable. Or, si on regarde les films de Renoir, moi, je les revois constamment, les films de Renoir, pas régulièrement, mais enfin, j'en ai tous revus plusieurs fois, enfin, presque tous. Il y en a qui tiennent pas très bien la route à revoir, hein. Oui, exactement. Je Bon, suis d'accord. et le tout dernier film de Renoir, moi, je trouve que c'est un très mauvais film. Bon, par exemple. Le dernier de John Ford prenons le dernier de John Ford, prenons Seven Women. Quand j'étais au Cahier, il est sorti en 67, je crois. On a déliré sur ce film, c'était le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Bah, à revoir, mon Dieu, Ford a quand même fait beaucoup mieux. Voilà. Alors, c'était un peu ça mon discours contre la politique des auteurs. C'était, elle amène à céder à une sorte d'adoration a priori qui fait qu'on devient aveugle, aveugle et sourd. On regarde plus les films pour ce qu'ils sont, mais comme une espèce de pièce dans une couronne à laquelle il manque plus que le dernier bijou. Alors, il faut mettre le dernier bijou sur la couronne. Bon, aujourd'hui, je trouve ça absolument sans intérêt, hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'invention filmique. Un grand cinéaste, Ford, Renoir, qui vous voulez, Eastwood, si vous voulez, qui a quand même beaucoup donné au cinéma, qui fait un mauvais film, bah, il fait un mauvais film. Et puis, voilà, je veux dire, même Where Cool,
qui j'ai une très grande admiration. Personnellement, Oncle Boonmee me paraît beaucoup moins réussi que ses autres films. Tout ça est très discutable, hein. Mais je sais pourquoi, et je peux expliquer pourquoi. Ce qui compte au fond dans la critique, c'est pas tellement de dire ah oui c'est un grand auteur, ah oui ce film est formidable parce qu'il est de machin. Ce qui est important dans la critique, c'est d'essayer d'argumenter et de dire ah ben dans ce film il y a cette chose-là. Hein, vous l'avez bien vu, regardez-la bien parce que ça c'est intéressant parce que ça renvoie à des phénomènes filmiques qui sont voilà bon dire si on fait ça on fait de la bonne critique, il n'y a pas de doute. Quelle que soit l'orientation qu'on a. Je veux dire, j'ai cité les cahiers d'aujourd'hui, mais j'aurais pu citer Positif, Oui. Positif d'aujourd'hui et depuis plus longtemps, parce qu'il y a beaucoup plus longtemps que Positif a, en un sens, intégré certaines vertus de l'approche universitaire dans la distance et tout. Alors, ils ont un ton qui est tout à fait différent, mais le travail est d'un sérieux tout à fait équivalent pour moi. Donc, oui, non, je pense que la critique aujourd'hui, hein, elle est faite par des gens qui de près ou de loin, sont passés par l'idée des études cinématographiques. Et que par conséquent, c'est pas du tout la même chose que des gens qui arrivaient d'un peu partout avec une expérience qui était ce qu'elle était et qui n'avaient comme formation que leur cinéphilie, que la cinéphilie. Et la cinéphilie n'est pas une formation. La cinéphilie est une expérience amoureuse passionnante et qui peut apporter beaucoup au plan personnel, mais ça n'est pas une formation intellectuelle. Voilà. C'est ça la différence. Je me permets de lire aussi ces pages 274. Et c'est un peu long, mais je trouve ça très très beau. Et après peut-être on terminera l'émission, mais voilà ce que vous dites. Vous écrivez: aimer un film, c'est mystérieux, mais du moins on ne peut se tromper. Il me touche, il me plaît, il m'attire, il me séduit, il m'excite. Le vocabulaire amoureux ne manque pas. Au reste, je pourrais changer d'affect sans que le film ait changé pour autant. J'ai été ébloui par Tristana, de Luis Buñuel, pour celles et ceux qui ne savent pas. Quand je l'ai découvert jadis, j'ai même essayé de dire pourquoi dans les cahiers du cinéma. Et ben longtemps, c'était une évidence, aussi mate que les détails incongrus et absurdes du film. Et puis, le revoyant l'an dernier, je me suis aperçu que j'avais changé. Plus rien ne m'en touchait comme avant, je n'y voyais que des gestes trop pensés, trop voulus. Ne me demandez pas pourquoi, et non plus pourquoi Cœur. Cœur, c'est bien c'est le film d'Alain Resnais, hein, Oui, oui. D'accord. Et non plus pourquoi Cœur, qui m'avait paru si glacial lorsque je l'ai vu d'abord, m'a fait frissonner lorsque je l'ai mis à mon programme de révision pour un livre sur l'invisible l'an dernier. Admirer un film, ma foi, il faut y penser un peu plus. Si je sens que j'aime un film, ce sera un mélange des histoires qu'il raconte, des images qu'il offre, du rythme qu'il modèle, des couleurs, des bruits, le tout dans un grand bain d'indicible. Si je dis que je l'admire, je n'ai guère d'autre solution que de devenir son analyste et de découvrir pourquoi. Je l'ai dit, j'ai du mal à aimer qui je n'admire pas. L'analyste en moi est devenu un alter ego du petit enfant qui reste infiniment vulnérable à ses sensations. Il cohabite de mieux en mieux dans une paix définitive, je crois. Et plus loin, page 276, vous terminez en écrivant, et ça c'est très important je trouve, l'image va devenir, est devenue de plus en plus un simulacre. Ce n'est pas un scoop, mais une donnée d'actualité. Le jeu vidéo peut bien être visionné sur le même écran plat qu'un feuilleton, une série, une émission de télévision ou un film. Il suppose un tout autre spectateur pour la raison élémentaire que, à quelqu'un qui n'est pas là pour regarder mais pour agir, l'image offre d'autres signaux, une autre réalité aussi. Et quant à la réalité virtuelle, elle est encore balbutiante, mais elle est déjà là. Nul ne peut assurer qu'elle ne sera pas, dans peu de temps, le régime le plus ordinaire de la fréquentation des images. J'ignore quel effet de présence, de coalescence, d'assimilation elles produiront alors. Si on ne trouve pas le moyen de les faire un peu nous brûler, elles ne serviront à rien. C'est Qu'est-ce que c'est bien, hein? c'est bien écrit, hein. Oui. C'est bien écrit quand même. C'est bien écrit, mais moi c'est bizarre parce que je n'y vois vraiment pas une once. Alors vous allez peut-être ne met pas une once de pessimiste. Pour moi, oui, mais c'est. Excusez-moi d'être. Non, mais c'est. Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, mais je crois que vous êtes exceptionnel, Giacomo, vraiment. Parce que je pense que beaucoup de personnes de votre génération ont tendance à dire. À un moment, vous évoquez Michel Mourlet. Enfin, vous l'évoquez, hein, mais rapidement, en une ligne. Bon, Michel Mourlet, c'est autre chose, c'est extrême, faut le savoir. Mais Michel Mourlet, quand on le lit aujourd'hui, là, il vient de sortir un nouveau bouquin,
Enfin, moi, ma cinéphilie ne vaut rien. C'est votre cinéphilie qui vaut quelque chose. Il y a plus de cinéphiles, il y a plus d'amoureux du cinéma, il y a plus rien. Il y a plus de cinéma d'ailleurs avec Michel Morley. Et il y a beaucoup comme ça de. Mais quand on vous lit vous, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des points de suspension parce que vous continuez encore à questionner l'image, non pas par le prisme du cinéma, donc par le prisme de la salle de cinéma, mais les images qui nous entourent. Et à chaque fois il y a comme ça des points de suspension et j'ai l'impression que vous continuez encore et vous savez comme moi que dans les années 80, il y avait cette fameuse phrase "le cinéma est mort". En fait, pour vous rétorquez en disant non, il y a peut-être certaines choses qui ont changé, mais l'image est toujours vivante. Ah bah oui, Et bien ça, sûr. c'est... Heureusement. Ah oui, mais c'est une évidence pour vous, mais pas pour beaucoup. Enfin, je veux dire, j'en connais quelques-uns qui me diraient le contraire. Je sais pas, je vois pas tellement de gens pessimistes autour de moi, mais non, ce qui est certain, c'est que ça, bien sûr, tout a changé. Hein. Il y a 50 ans, j'aurais jamais imaginé que je regarderais toute la série Game of Thrones et qu'en plus ça m'intéresserait. C'est une expérience d'un autre type, du point de vue du dispositif, parce que je l'ai vu chez moi, je l'ai vu avec mon fils qui avait 18 ans, quelque chose comme ça, donc qui m'expliquait ce que je comprenais pas. Mais non, évidemment que j'aurais peut-être pas fait cette expérience si ma vie de famille n'avait pas été ce qu'elle est. Mais c'est une expérience pour moi égale en principe, alors pas tout à fait la même bien sûr, mais égale à celle de n'importe quel film que je vais voir en salle. Bien sûr, je fais des différences, hein. Il y a des films qui me paraissent beaucoup plus intéressants, dans lesquels il y a beaucoup plus de choses nouvelles ou de choses inattendues ou d'inventions proprement filmiques, selon le syntagme que j'utilise toujours, que dans cela. Mais a priori, disons, comment dire, il y a une espèce de foi démocratique. Tout ce qui se produit dans le domaine des images animées est temporalisé, a priori est à considérer. Que ce soit un feuilleton sur Netflix, que ce soit un film d'artiste dans une exposition, parce qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai pratiquement pas parlé dans mon livre, mais j'en vois comme tout le monde régulièrement. Bon, là aussi, hein, il y a à boire et à manger. Il y a des choses absolument sans intérêt dans les expositions d'art contemporain en termes d'images mouvantes, et il y a des choses passionnantes. Donc, oui, j'en suis. Alors, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir inclure dans mon domaine d'intérêt le jeu vidéo parce que ça demande une pratique que je n'ai pas. Et voilà, bon. À tort ou à raison, je disais ça à Bortmeyer l'autre jour, il me disait mais il y a des jeux qui durent 4 heures en tout et pour tout, vous devriez essayer, et peut-être que je vais le faire en effet, même sûrement, parce que je ne vois pas pourquoi on laisserait tomber une des possibilités de l'image qui sont celles d'aujourd'hui. Dire étudier le cinéma, étudier les puissances du cinéma, c'est évidemment pas se tourner toujours vers le passé et vers la pointe du passé dans le présent, c'est aussi se tourner vers la pointe du futur dans le présent, si on y arrive. C'est beaucoup plus compliqué, en effet. Il y avait, je crois, Olivier Séguré dans les années 80 ou Oui. 90, je sais plus, dans Libération qui questionnait les Oui. jeux. C'est un peu plus tard, à 90? mon avis. C'est Ouais, fin des années 90. 90 et début des années 2000. Ils avaient Oui. fait, lui et Georges Abounian et Elsa Boyer avaient fait un numéro spécial d'Art Presse en 2005, enfin, je sais plus, enfin 2010. Ouais, parce que les années 80, c'est plutôt Atari, c'est enfin, Ah oui, c'est non, autre non, non, chose. c'est plus récent, hein, le jeu vidéo au Exact. sens. Voilà. Exactement. C'est Mes Universités, il faut absolument le lire. Vous avez un lien dans le descriptif de la vidéo qui vous renvoie directement à la page pour vous procurer le livre. Et on n'a pas tout dit. Hein. Voilà, il y a la face cachée de l'iceberg. Il est là-dedans. Il y a plein de choses intéressantes et, euh, et en fait, je vais terminer là-dessus. Si on devait un jour me demander, mais c'est qui Jacques Aumont, je répondrais, bon, par rapport au livre, et ça m'a fait, je dirais en fait, on en a parlé hors caméra. Il y a une émission que tout le monde connaît qui s'appelait Microfilm, émission de radio de Serge Danet. Et à un moment, Serge Danet vous invite, ainsi que d'autres personnes, dont je crois Comoli, et d'autres personnes pour discuter de Roberto Rossellini. Il y avait eu un colloque, c'était à Valence, Festival de Valence, et donc il dit voilà, on a beaucoup parlé, on a beaucoup bu. Il dit ça, on a beaucoup bu. Il y a eu un orage incroyable, mais on a voulu quand même poursuivre le dialogue. Et la première personne à qui il demande
pas de synthétiser, mais d'expliquer un peu ce qui s'est passé durant ce colloque, durant ce fait. C'est vous. Vous êtes la première, et je trouve ça incroyable en fait que tout de suite il vous demande à vous de expliquer-nous un petit peu ce qui s'est passé et racontez-nous un petit peu pourquoi Rossellini dans les années 60 il était différent, moins pris au sérieux que. Et j'ai trouvé qu'en fait c'est ça, il y a un côté rationnel chez vous qui est assez important et qui fait qu'il y a toujours des points de suspension dans vos livres et on attend le prochain avec impatience. Voilà, c'est tout ce que. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'était sincère. C'est moi qui vous remercie d'avoir subi mes questions, mais en tout cas, elles étaient aussi sincères, j'espère. Oh non, 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 bah, ils étaient en plein dans la logique du livre, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de Bon. problème, vous êtes un bon lecteur. Merci beaucoup. Mon petit doigt me dit qu'on va se retrouver très très vite. En tout cas, c'était un plaisir, bien évidemment. Merci beaucoup, Giacomo. Merci. Bonne journée. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle.